Bonjour à tous. Donc là, nous sommes sur la table ronde donc pour les formations en cybersécurité. Nous avons en présence Caroline de Rubiana, Yannick Pêche, ainsi que Étienne Gérin, et également François-Xavier Aranda. Donc nous allons parler plus précisément des métiers dans la cybersécurité et des débouchés, des compétences également qui sont demandées donc pour des formations, et enfin rentrer dans le vif du sujet, les formations en cybersécurité. Voilà, donc je vais laisser les intervenants se présenter, et voilà, et on commencera la table ronde. Voilà. Caroline. Bonjour, je suis Caroline de Rubiana, je suis chargée de mission en cybersécurité pour l'Agence de développement économique de la région, ADOC. Bonjour, je suis Yannick Pêche. Je suis enseignant en géopolitique, intelligence économique et cybersécurité. Donc j'interviens auprès de une demi-douzaine d'établissements supérieurs privés. Je suis aussi conférencier conseiller habilité par l'État en sécurité économique, doctorant, je reprends mes études. Je travaille sur le renseignement cyber en sciences de l'information et de la communication et réserviste de la réserve citoyenne de cyberdéfense à la gendarmerie Occitanie. Voilà. Bonjour, Étienne Gérin, je suis consultant, je réalise aussi des audits et je suis formateur sur des activités de formation continue en sécurité de l'information. Et donc ça fait une quinzaine d'années que j'exerce aujourd'hui, dont 10 ans, un peu plus à Toulouse. Et bonjour, alors François-Xavier. oui, je pense que doit y avoir un petit décalage, je vois, par rapport à la vidéo. Donc moi, c'est François-Xavier Randa, donc je suis formateur professionnel depuis 2 ans à l'IPI du groupe IGS. Je suis un ancien pentester habilité. J'ai bossé sur plein de sujets différents, notamment sur de l'embarqué, dans de l'avionique ou dans l'automotive. Et depuis 2 ans, je me suis reconverti pour être à plein temps formateur professionnel en informatique. Et il y a un parcours sécurité dans l'école dont je suis le principal intervenant. Enfin, je suis un des intervenants. Oui, donc on va commencer cette table ronde. Merci beaucoup François-Xavier sur les métiers donc dans la cybersécurité. Donc on va voir tous les champs d'action en fait que la cybersécurité peut couvrir avec notamment Caroline et Yannick. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors, je vais peut-être commencer de façon un peu plus, on va parler des métiers classiques et puis je crois qu'Yannick, tu vas parler peut-être d'aspects un peu plus exotiques. Donc, alors, en fait, ce qui est important, quand on parle cybersécurité, il faut penser sécurité du système d'information. Donc, il faut penser au système d'information. Votre système d'information, il n'est pas que informatique, il n'est pas que technique. Il y a plein d'interactions avec des personnes, avec d'autres organisations. Donc les métiers, ils sont liés à tous ces aspects-là. Et les métiers de la cybersécurité, il y en a des techniques, mais ils vont toucher à de l'organisationnel, à du juridique, à de l'humain et même à des aspects physiques. On parle de sécurité physique. Les métiers, on va bien entendu avoir des consultants qui vont être spécialisés dans la sécurité des réseaux, et puis on va avoir des personnes qui vont être spécialisées dans la sécurité de l'organisation. Par exemple, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, qu'on appelle RSSI. Vous avez entendu tout à l'heure Stéphanie Buscaïret, qui est RSSI de la TECOR, justement, et qui, dans son travail au quotidien, doit manager la sécurité de l'entreprise au niveau organisationnel, avec tous les métiers, avec toutes les personnes de l'entreprise, en se positionnant de façon à ce que tout le monde puisse travailler en cohérence. Et donc, on n'est pas en train de sécuriser le réseau de l'entreprise, le réseau informatique, même si, bien entendu, elle travaille en relation étroite avec toutes les personnes qui doivent faire ces actions-là. Donc, il y a beaucoup de métiers. En fait, la région, on a réalisé un portail qui s'appelle Cyberrock, et sur lequel on a, l'idée est d'apporter de l'information sur la cybersécurité, puisqu'on sait que, on voit bien aujourd'hui, c'est un thème qui est très présent dans notre quotidien, de par la mondialisation, le numérique, un certain nombre d'éléments. Donc on a voulu apporter de l'information aux entreprises qui subissent beaucoup d'attaques, et on s'est rendu compte effectivement que c'était un domaine qui était très porteur en termes d'emploi,
et les entreprises avaient besoin de recruter dans ces domaines. Donc, on a travaillé un petit peu sur les métiers et la formation. Alors, c'est une partie qui va être beaucoup plus enrichie d'ici la rentrée 2020, donc septembre 2020. Mais actuellement, si vous allez sur le portail, vous allez trouver la liste des métiers en cybersécurité, qui est en fait la liste qui est donnée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et vous allez aussi trouver quelques formations pour la rentrée, on y reviendra tout à l'heure. Il y aura beaucoup plus. Dans le fameux débat. Et donc, toi, Yannick, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces métiers qu'on ne soupçonne peut-être pas, en fait, dans la cybersécurité? C'est l'exotisme un petit peu de la chose, effectivement. Donc, en fait, la cybersécurité, on la prend de plus en plus selon une approche globale, mais finalement, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour. Il y a l'aspect humain, il y a l'aspect sociétal. Donc, moi, je vais parler un petit peu de tous ces métiers, toutes ces formations en sciences humaines et sociales. On peut en fait établir des passerelles très étroites avec la cybersécurité, puisque c'est managérial, donc c'est largement de l'humain, au-delà du juridique, du technique, etc. Donc on peut parler par exemple des métiers liés à la psychologie. Il y a de la cyberpsychologie. On a des profilers en fait en criminalistique qui exercent justement le même métier mais appliqué en fait aux technologies de l'information et de la communication, au numérique. Donc ça, on trouve par exemple à l'international ou en France des métiers. Alors évidemment, dans le monde anglo-saxon quand même plus développé, on a des métiers par exemple autour de la cybersécurité et les liens avec les facteurs humains. Donc là, c'est managérial, c'est sociétal, c'est beaucoup de choses. Donc d'une part, on a ces aspects-là. Après, on a la géopolitique. Alors moi, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, parce que je suis aussi avant tout de formation géopolitologue, etc. Mais il y a cet aspect-là, de plus en plus de formations. On a par exemple le master qui vient de s'ouvrir à Paris, à la Sorbonne. Ça sera la première entrée en 2020-2021, qui s'intitule Géopolitique et GWINT. Donc on a en fait cet aspect Geospatial Intelligence, c'est-à-dire le renseignement d'origine géospatiale, qui est largement commandé par la DRM en France, la Direction du renseignement militaire, et Airbus, par exemple, qui est le producteur finalement des satellites d'écoute et d'observation. Et on voit en fait qu'il y a là aussi, la cybersécurité ne se comprend pas sans le renseignement cyber, sur lequel je travaille. Donc tous ces métiers, en fait, il y a une hybridation entre les métiers liés à la cyber, liés à la sécurité, liés finalement aux questions économiques, internationales, et liées à la géopolitique. Donc on va trouver des formations qui vont établir des passerelles. Donc peut-être pour des étudiants qui n'ont pas une vocation purement technique ou même managériale, peut-être qu'on va trouver peut-être des passerelles quand même qui vont graviter tout autour. Évidemment, l'intelligence économique, c'est dans la sécurité économique qui est l'un des trois piliers avec l'influence et la veille stratégique. On a la partie cybersécurité, donc du moins sécurité informatique et numérique. Ce qu'on appelle le Cyber Threat Intelligence aussi, c'est de plus en plus des divisions dans les entreprises qui vont en fait allier l'aspect renseignement sur source ouverte, forensic, donc criminalistique informatique. Donc là aussi, c'est finalement assez large. Et puis, je vais un petit peu parler de l'institution, parce qu'il y a les gendarmes. On peut travailler en tant que gendarme, NGEND, Numerical Gendarme en quelque sorte. C'est les cyber-gendarmes qui travaillent surtout dans le forensic, donc dans la criminalistique informatique. Et par exemple, on a au niveau national le C3N, donc, qui est le Centre de lutte contre les criminalités numériques, qui est une instance en fait judiciaire qui va justement travailler sur toutes ces questions de cybercriminalité. Bon, je vais finir juste par la DRM, Direction du renseignement militaire. Il prend beaucoup de stagiaires et emploie beaucoup de jeunes en fait diplômés dans justement ces questions de renseignement. On a un Intelligence Campus à Creil, par exemple, qui a été créé par la DRM, c'est un cluster qui associe les entreprises, les universités et finalement le renseignement militaire. Et enfin, il y a la DGSE, puisqu'il y a plein de métiers de cybersécurité et autour du renseignement, par voie de concours, par exemple. Voilà, parce qu'il y a un concours de la DGSE qui a été ouvert sur les postes d'analystes, mais aussi des postes en fait liés à la sécurité de l'information. D'accord, donc justement, on pourra y revenir sur notamment la préparation des concours. Voilà. Caroline, si tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur les métiers de la cyber ou... Je peux juste rajouter quelque chose. Je vais vous prendre juste un exemple. Pourquoi en fait c'est si important d'englober la cybersécurité dans quelque chose de plus large, dans mes questions internationales? Parce que on le voit récemment, par exemple, l'Australie a exprimé officiellement son ennui, au minimum, puisqu'on parle de cybercoercition. Vraiment, il y a une coercition diplomatique, mais il y a aussi une cybercoercition, c'est-à-dire que les États
Les groupes de hackers dont on parle beaucoup dans les médias, en fait, ils sont pas tout seuls, hein. Ils sont associés à des États. Ils sont soit inféodés à des États, soit partenaires, soit sponsorisés, hein. Il n'y a pas de petit groupe de hackers qui peut lancer des attaques comme WannaCry. Il y a trop de moyens infrastructurels, logistiques, logiques, informatiques nécessaires pour lancer de telles cyberattaques. Donc, il y a un aspect vraiment géopolitique dans tout ça. De même, ce qu'on appelle l'attribution dans les cyberattaques, c'est largement technique, mais c'est très difficile de collecter des preuves numériques pour incriminer en fait un État et un groupe de hackers associé à cet État. On le voit avec l'exemple russe et américain, mais il faudrait plutôt parler d'imputation politique. Donc, en fait, au-delà du technique et de l'informatique pure, on va incriminer politiquement un État. C'est beaucoup plus simple, et surtout parce que techniquement, on peut pas vraiment prouver. C'est le côté un peu évidemment obscur de la cybersécurité. Les cyberattaques sont difficiles à retracer. Alors, justement, on peut voir, grâce à vous deux, que les compétences peuvent être multiples justement sur ces métiers-là. Donc, elles sont à la fois techniques, elles sont à la fois politiques, économiques, managériales également. Donc, on va voir ça justement avec Étienne et François-Xavier pour voir un petit peu quelles sont toutes ces compétences finalement qu'un expert en cybersécurité peut avoir, et notamment après on verra un petit peu plus tard comment ça se décline sur les formations. Donc à toi l'honneur. Merci Marlène. Le début de la présentation a été très intéressant parce que effectivement, en fait, on a tendance naturellement à penser que la cybersécurité c'est un aspect technique principalement, que la sécurité est sous la responsabilité des experts techniques, alors qu'en fait, la sécurité, on dit la sécurité est l'affaire de tous. Et en plus de ça, pour pouvoir bien appréhender les enjeux sur la sécurité, il faut avoir aussi d'autres compétences qui ne sont pas que techniques, ou voire même pas du tout techniques dans certains cas. Alors du coup, ça pose un souci parce que dans beaucoup d'organisations, on se retrouve à avoir des responsables sécurité qui ont une formation technique, et puis des chefs d'entreprise, des directeurs qui n'ont pas de compétences ou très peu de compétences en informatique. Et là, on se retrouve avec une difficulté de communication dans l'organisation, puisqu'on parle pas le même langage, hein, et quand on parle pas le même langage, du coup, on ne se comprend pas, et les risques sont pas bien gérés. Et donc c'est là où c'est intéressant de trouver des moyens pour pouvoir parler le même langage. Un langage qui peut être commun, hein, qui est dans une entreprise, c'est quand on parle de la gestion des risques. Quand on est pentester, quand on fait des tests d'intrusion sur un système d'information, on va découvrir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées et ensuite, par exemple, permettre de prendre la main sur un système, ou de faire du defacing, de supprimer ou de modifier des pages de site web, ou de récupérer des données à distance, des données sensibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement technique, mais derrière ça, en fait, qui est-ce qui va gérer la plateforme, et il faut se poser la question en quoi ça va être gênant pour l'organisation. Et donc là, il faut pouvoir communiquer avec le manager, communiquer avec la direction. Donc c'est important d'avoir des outils de communication et de comprendre aussi les destinataires, ceux qui vont décider. Ceux qui vont décider, ils ont des enjeux qui sont liés à la finance, liés à l'application de textes de loi, liés à l'image de l'organisation ou de l'entreprise. Et donc il est important aussi, au moins pour certains métiers de la sécurité, de pouvoir avoir ces outils de communication, de comprendre un minimum les langages, hein, et les problématiques des responsables d'entreprise. D'accord, donc là c'est vraiment sur la partie management, communication et lien finalement avec les différentes compétences et les différents métiers finalement qu'il y a dans une entreprise et qui relaient justement sur la cybersécurité derrière, quoi.
Et donc pour François-Xavier, toi au niveau donc des compétences, j'ai compris qu'il y avait aussi une partie un peu plus scientifique aussi de ton côté. Alors voilà, moi Donc je vais peut-être voilà, prendre un peu le je te laisse contre-pied la parole. de mes collègues sur le tableau, parce que c'est vrai qu'effectivement moi je suis expert technique, hein, donc je viens du monde de la technique. J'ai expérimenté la cybersécurité pendant des années comme principalement comme exécutant, hein, de réalisation de prestations de sécurité, dans l'évaluation, mais pas seulement, aussi dans la mise en place. Et je rejoins ce que disait le précédent intervenant. Effectivement, on a des difficultés en tant que technicien, j'ai des fois pour arriver à dialoguer avec les donneurs d'ordre, les preneurs de décision. Cependant, moi, je reste convaincu que la cybersécurité reste quand même une affaire technique, qu'elle soit d'ordre informatique ou non d'ailleurs, hein, puisque la cybersécurité, effectivement, n'est pas que la sécurité des systèmes d'information, ça inclut aussi tous les systèmes d'information non numériques ou non informatisés, mais ça reste quand même de l'ordre du technique. En ce qui me concerne, en tout cas, moi j'ai une vision peut-être un peu biaisée du fait de ma formation et de mon parcours professionnel. Et donc, effectivement, je reconnais plus un aspect scientifique dans la pratique de la cybersécurité, que ce soit d'un point de vue de l'évaluation ou d'un point de vue de la mise en place. De l'ordre, par exemple, il y a un des aspects. Donc on a parlé, j'ai entendu parler les collègues dans les précédentes tables rondes des 3 aspects spécifiques de la cybersécurité, que sont la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données. Mais il y a 2 aspects dont on parle assez peu souvent, et qui est très central dans la cybersécurité, c'est la preuve et la trace. C'est-à-dire, ces 2 aspects-là sont des aspects qui sont directement inspirés de la méthode scientifique. C'est-à-dire que pour prouver qu'il y a eu une attaque, ou pour prouver que une méthode est efficace, et bien du coup, on va utiliser des preuves, des éléments de preuve, pour arriver à démontrer soit par exemple l'exploitabilité d'une vulnérabilité, soit son inexploitabilité une fois que les contre-mesures ont été installées. Et donc moi, pour les techniciens et techniciennes qui nous écoutent, je ne saurais que trop leur conseiller d'essayer de parachever leur étude sur les sciences, et de pas se limiter uniquement à l'informatique. L'informatique est une science qui est très jeune, mais qui se base sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines scientifiques qui sont annexes ou connexes. Pour ces personnes qui ont un objectif de pratiquer la cybersécurité d'un point de vue technique, de l'expertise technique ou pas, plutôt du côté de l'expertise technique, je pense qu'il faut vraiment avoir de la curiosité, non pas seulement dans son domaine d'application, mais sur tous les domaines métiers de la sécurité, et deux, surtout être capable de vulgariser son propos. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe du temps à bosser en équipe avec d'autres collègues, on a très souvent l'habitude de rester enfermé dans notre bulle de technicien, mais il faut qu'on puisse expliquer vers l'extérieur, et aussi être capable de comprendre les problématiques métiers des domaines dans lesquels on va appliquer la cybersécurité. Et donc, c'est un peu ce double jeu d'une expertise pointue, très souvent, hein, dans certains domaines, avec une capacité d'exprimer cette expertise-là, et de pouvoir faire comprendre la nécessité de l'installation d'une solution de cybersécurité, ou d'un test d'une évaluation d'une cybersécurité. D'accord, donc ah, euh, alors justement par rapport aux formations, comment toutes ces compétences en fait que requiert la cybersécurité se traduisent finalement dans les formations. Comment vous, en tant que formateur, vous arrivez justement à faire passer le message auprès des étudiants, auprès des professionnels également pour Étienne, et aussi pour les personnes qui sont en reconversion, les personnes qui souhaitent également revaloriser leur profil plus axé sur la cyber, voir voilà comment tout ça se traduit dans les formations. Donc je pense que ça serait bien donc peut-être François-Xavier, comment toi ça se traduit en fait dans ton quotidien de formateur? Alors, moi, j'ai une, j'ai un parcours un peu particulier, hein. Je viens de l'académique, hein. Donc j'ai fait 8 ans
formation en université, à l'université de Limoges, où j'ai passé un doctorat. Et donc, du coup, j'ai un aspect théorique qui me permet d'être, à titre personnel, qui me permet d'être très polyvalent sur les différents aspects de la sécurité. Cependant, c'est un parcours qui est pas du tout standard, hein, dans la cyber. Il existe des formations professionnalisantes, et notamment l'IPI en fait, en propose quelques-unes, notamment sur réseau et sécurité et administration système administration système et sécurité. Et donc, bon, ça, c'est toujours, encore une fois, c'est sur des aspects techniques. Et je vois qu'il y a une question qui est intéressante sur la question pragmatique et rapide pour se former à un poste. Alors ça, c'est toujours pareil. C'est si on est déjà expert dans un domaine spécifique qui peut avoir des aspects de cybersécurité, on peut se former assez rapidement sur la question de la cyber. En revanche, je pense qu'il faut, on va avoir les bases, mais il y a une grosse part d'expérience. C'est-à-dire que on va faire des erreurs en tant qu'intervenant dans la cybersécurité. Et je pense que c'est là où justement, c'est souvent un peu la difficulté. C'est-à-dire que si on veut avoir quelqu'un qui est très formé sur la question, bah, ça va coûter cher, hein, et donc les entreprises n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'offrir les services de personnes qui sont extrêmement formées ou formées à des hauts niveaux. Et donc du coup, par contre, si on a des personnes qui sont un peu moins formées, ben, on prend d'une certaine manière un peu un risque du fait du manque d'expérience des personnes. Et pourtant, ces personnes-là, il faut bien qu'elles fassent leur expérience. On ne peut pas faire d'expérience uniquement en faisant des petits labos à la maison ou en faisant en faisant du capture the flag ou voilà, c'est pas suffisant. Il faut être dans un cadre d'entreprise, voir les enjeux que ça peut avoir, bon, ça, bien sûr économique, mais pas seulement, hein. C'est-à-dire que si jamais on démontre qu'il y a une faille conséquente dans un système d'information, eh ben, on peut se retrouver très vite avec des personnes qui risquent d'être rendues responsables de ces failles-là. Vous voyez, donc il y a un aspect aussi humain en tant qu'évaluateur à prendre en compte et à faire attention et pour ça que moi j'aime bien la démarche scientifique là-dessus, dire que les preuves qu'on apporte, c'est pas uniquement des sensations ou des intuitions. C'est vraiment, on a fait une élaboration. Juste je te coupe un petit peu, François-Xavier, mais c'est vrai que Oui. par rapport à ce que tu es en train de dire justement sur l'expérience aussi en entreprise et sur les formations, voilà, sur les formations notamment en alternance, on a une question en fait sur est-ce qu'il y a justement des formations en alternance amenant à la cybersécurité. Oui, alors en fait, au niveau des formations, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se développent, hein. Il y a vraiment une identification du besoin en compétences cyber des personnes. Alors je reviendrai un petit peu sur ce qui a été dit, il y a quand même des éléments qui sont importants. Bien sûr qu'il y a besoin de techniciens, il y a aussi besoin d'avoir des gens qui sont dans les métiers et qui ont cette compétence cyber de manière à pouvoir orienter le projet en prenant en compte la sécurité. Donc, en fait, la sécurité, c'est vraiment quelque chose de transverse et il faudrait que tout le monde l'ait à l'esprit. D'ailleurs, de plus en plus d'écoles, d'universités intègrent de la sensibilisation, de l'introduction à la SSI, donc la sécurité du système d'information, pour que les personnes, les élèves, dans leur parcours, aient cette notion à l'esprit, même s'ils vont dans un métier qui n'est pas purement cyber. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors donc les formations se sont adaptées. On s'est rendu compte que il y avait besoin aussi que les étudiants soient, enfin de toute façon ça c'est aujourd'hui on est beaucoup plus dans des formations comme ça, soit sur le terrain. Donc bien entendu toutes les formations, enfin il y a beaucoup de formations qui sont en alternance aujourd'hui, que ça soit des centres de formation, que ça soit des écoles d'ingénieurs, que ça soit l'université, il y a vraiment cette habitude de l'alternance qui s'est, j'ai envie de dire, démocratisée, quoi. Je sais pas, je crois qu'à TBS, c'est pareil, il y a cette dynamique-là, bon, sur d'autres formations, mais voilà. Donc, alors après, toute la problématique, c'est d'arriver à trouver une école pour pouvoir, une entreprise pour pouvoir faire son alternance.
D'accord, donc là on va notamment en plus c'est vrai que l'alternance est un moyen assez réformé en ce moment puisque justement ils se mettent aussi sur les demandes d'alternance, surtout sur des parcours comme la cybersécurité. Alors moi, je voulais revenir aussi sur l'aspect donc professionnel, parce que Étienne, toi, tu fais de la formation pour les professionnels. Savoir voilà comment ça s'articule, quelles sont les demandes. Il y a aussi pas mal de certifications, il me semble. Donc voilà, est-ce que justement faire une petite présentation de ces formations professionnelles? Oui, oui. Alors, avant de faire une présentation de quelques formations qui peuvent exister, pas seulement celles que je peux dispenser, je voudrais juste reprendre aussi rapidement mon parcours, le parcours que j'ai eu, qui peut peut-être aussi répondre à certaines attentes d'étudiants ou de futurs étudiants. Moi, j'ai toujours aimé les mathématiques et l'informatique. Au bout d'un moment, j'étais plus très doué en mathématiques et donc j'avais plus la possibilité de suivre un parcours académique. Donc je suis parti en BTS qui s'appelait à l'époque informatique de gestion pour être administrateur réseau. Ça, c'était une formation qui était très intéressante. Malheureusement, à l'époque, il y avait très peu d'aspects en sécurité. Et donc, je me suis ensuite orienté vers une école qui s'appelle EPIPA, qui est une école d'expertise en informatique sur une option en système, réseau et sécurité. Ça a été une formation particulièrement technique qui m'a permis de bien comprendre l'architecture matérielle d'équipements électroniques, mais aussi l'architecture logicielle, l'architecture de systèmes d'exploitation, et donc de faire du développement, mais aussi de l'administration réseau. Et ça a été particulièrement intéressant, et c'est ce qui a fait le début de mon activité professionnelle ensuite. Ce que j'ai vécu en début de ma carrière, ça a été assez intéressant, très enrichissant pour moi, mais ça a dû me remettre en question parce que en fait, je me suis retrouvé face à des personnes qui ne comprenaient pas bien les enjeux en sécurité. Moi, j'avais une forte expertise sur le sujet et donc j'étais capable de développer un nouveau système d'exploitation, des nouveaux shells, redévelopper des applications en se basant sur des protocoles et les normes RFC. Donc en fait, j'avais cette capacité à aller loin dans le détail et dans la sécurisation des systèmes. Mais c'était pas entendable en fait de la part de beaucoup d'architectes, de chefs de projet et des gestionnaires en fait du projet ou gestionnaires financiers. Et c'est là où je me suis dit en fait c'est peut-être intéressant de parler de gestion des risques. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, et plus globalement de management de la sécurité. Et donc c'est là où du coup j'ai développé une autre casquette et c'est un aspect qui est assez intéressant parce que du coup là pour faire le lien avec les formations aujourd'hui qui existent, notamment des formations en management, on parle de normes qui existent, des normes internationales comme les normes ISO 27001, 27002, 27005 pour en citer que 3, mais on pourrait citer la norme en cybersécurité 27032. Et bien d'autres, 27034, 35, bref, en fait toute la norme, la suite ISO. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça fournit des outils pour être plus efficace dans son travail. Ça définit des choses qu'on n'aime pas. Généralement, quand on est expert technique, c'est des processus, des méthodes. Mais pour autant, ça permet d'être encore plus efficace dans son travail au quotidien. Donc ça existe, c'est des formations qui existent, des formations certifiantes reconnues au niveau international et qui peuvent être utiles pour donner un second souffle à sa carrière ou même aussi dès le début lors des formations initiales. Et puis il existe aussi d'autres formations internationales, des certifications internationales de type CISSP, CISM. Ça c'est sur des activités de management. Et puis il en existe aussi beaucoup d'autres côtés techniques, des formations du Science Institute où j'en passe tellement que on s'en sortirait pas ce matin dans les dispositifs. Oui, après peut-être Yannick, tu voulais prendre la parole sur oui, cette transversalité. Il y a même une certification en hacking éthique aujourd'hui. Il y a un centre américain qui délivre cette certification, qui est parfois controversée.
Non, alors moi, justement, pour rebondir un petit peu sur l'approche qu'on peut avoir avec les étudiants ou avec les managers, hein, parce que je sensibilise aussi en tant que conférencier conseiller en sécurité économique, je sensibilise les entreprises. Alors, oui, tout cet aspect-là, auprès des étudiants, par exemple, parce que j'enseigne à l'IPI comme François Xavier, alors, je vais pas me jeter des fleurs, mais ils me remercient les étudiants parce que moi j'approche voilà, j'ai une approche transversale, moi. Donc elle est moins technique et mathématicienne, mais elle est pas mal. Et c'est vrai que les étudiants me disent ah mais oui effectivement quand on a la tête dans le guidon technique, des homologations, des certifications, tout ça, dans la, dans la, dans la bulle Microsoft, Cisco, etc. Bon, ça fait du bien aussi de prendre un petit peu de recul, de voir que l'aspect socio-technique de la cybersécurité est très très important. Autrement dit, il n'y aurait pas eu WannaCry, il n'y aurait pas eu d'autres grandes cyberattaques majeures sans des failles humaines. Autrement dit, c'est toujours quelqu'un qui a pris de pas, donc qui ouvre le mauvais fichier. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte. C'est pas que technique. L'entreprise souvent croit qu'en se bétonnant techniquement, c'est bon, ça y est, c'est garanti, on ne se fera pas attaquer. Alors que même les plus grands, hein, Airbus dernièrement, par rebond, par exemple, une cyberattaque par rebond a été encore touchée une nouvelle fois. Bon, voilà. Donc il y a un aspect managérial, c'est vrai, Airbus un grand paquebot, on est très fiers d'Airbus en Occitanie, mais c'est vrai que en termes de cybersécurité, il y a du bien et du moins bien. Tout le monde, évidemment, comme il y a beaucoup de monde, s'applique finalement ces règles de sécurité, d'hygiène informatique, etc., et d'autres pas du tout. Donc la sensibilisation est très très importante. Moi, je suis un relais en fait parapublic de l'État pour assurer cette sensibilisation, parce que justement, il manque en fait de cadres des collectivités territoriales, mais aussi évidemment de personnes suffisamment on parlait de pédagogie, c'est ça en fait. C'est vrai que les techniciens doivent être pédagogues. C'est pas toujours simple parce qu'eux, ils sont, comme je disais, un peu la tête dans le guidon, avec une formation peut-être trop technique. Et je pense que cette hybridation, elle va vraiment être mais très très demandée. Un simple exemple, par exemple, on a une école de guerre économique à Paris, en France, qui est particulièrement visible maintenant à l'international, qu'on nous envie presque. Il faut quand même la mettre en avant, comme l'IAE de Poitiers aussi, qui fait une formation très reconnue au niveau national et international en intelligence économique. À l'école de guerre économique, par exemple, à Paris, voilà, il y a vraiment un aspect d'hybridation. Il y a des masters spécialisés ou des masters classiques où on va allier la cybersécurité avec les aspects géoéconomie, géopolitique, etc. Et je pense qu'il va falloir tendre vers ça, qu'un technicien, pour être un bon pédagogue vis-à-vis de ses équipes, on va dire managériales, etc., la direction, etc., je pense que pour bien communiquer, il faut aussi comprendre les intérêts des autres services et il faut une intelligence collective en fait en entreprise. Si chacun reste cloisonné avec ses compétences, c'est ce qu'on disait, ce que tu disais, voilà, il faut avoir même si on est par exemple un juriste ou un financier dans l'entreprise, il faut avoir des notions de cyber, quoi. Voilà, c'est très important, de sécurité. Alors justement, j'aimerais un petit peu revenir aussi sur l'Occitanie, les formations aussi qui sont proposées. Tout à l'heure, on avait justement une question sur est-ce qu'il y a des formations en Bac+2, donc voir qu'est-ce qui est proposé aussi en région Occitanie. Donc avec Caroline, est-ce que tu peux nous faire un petit point aussi sur toutes ces formations-là qui sont... Alors, je vais refaire un point un peu général. D'abord, bien rappeler donc ce qui a été montré là, hein, c'est donc les métiers de la cybersécurité. Il y a besoin de compétences techniques, il y a besoin de compétences organisationnelles, il y a besoin de compétences humaines, besoin de compétences juridiques, etc. Donc les formations, elles peuvent être diverses. On va avoir des formations au niveau de l'université, des formations initiales dans des écoles. On va avoir des formations pour des personnes qui voudraient se reconvertir. Donc là, on est plus sur des masters, justement, en alternance, des choses comme ça. On en a à l'université Paul Sabatier. Et on va avoir aussi des gens qui sont dans leur entreprise et qui vont avoir envie d'avoir une compétence supplémentaire. Et donc, ils vont faire de la formation continue et que ça va leur permettre de s'améliorer. Et on a des formations aussi au niveau pour les demandeurs d'emploi qui sont pris à 100% en charge par la région. Donc ça, il faut voir avec Pôle emploi. Il y a une formation qui a été financée sur la cybersécurité. Les niveaux, alors en fait, la cybersécurité, en fait, c'est surtout un parcours souvent quand même informatique. On peut avoir un parcours gestion des risques.
il y a un pré-parcours et à un moment, la cybersécurité, elle vient un petit peu en spécialisation, même si c'est bien d'avoir quand même une formation, une sensibilité à cette notion-là. Si je prends l'ENSET, qui est une école d'ingénieurs, la formation cybersécurité, elle arrive à Bac plus 4, Bac plus 5. En fait, avant, c'est administrateur réseau. Et alors, aussi un truc important, c'est que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, délivre un label SecNum-Edu, et on a des formations en région qui ont ce label, et les autres formations, eh bien, il ne faut pas qu'elles hésitent à le demander, parce que je pense que c'est vraiment important. Et par exemple, la formation de l'ENSET est labellisée ANSSI. Donc, et juste pour finir, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup de domaines en fait où on peut être dans la cyber, et on l'a bien identifié au niveau de la région, et justement on voulait un petit peu aider les personnes qui veulent aller vers ces métiers, que ça soit étudiants, demandeurs d'emploi, ou personnes qui veulent se reconvertir, ou personnes qui veulent s'améliorer. Enfin, s'améliorer, je suis pas sûre que ce soit le terme adéquat, mais voilà, qui veulent agrandir leurs compétences. On va justement lister toutes ces formations sur le portail Cyberrock dont je vous ai parlé. Pour le moment, il n'y a que les formations qui sont labellisées SecNum-Edu qui sont sur le portail. Mais en fait, il y a énormément de formations. Donc, on va en faire la liste. Il y a différents niveaux. Il y a des niveaux BTS, il y a des niveaux Bac plus 3, Bac plus 4. Et on les aura pour la rentrée. En attendant, il y a le portail de la région qui s'appelle Me former en région. Et si vous tapez le mot-clé cybersécurité, vous allez avoir tout un ensemble de formations qui vont apparaître. Mais voilà, on va essayer de les présenter de façon plus structurée dans l'esprit de la cybersécurité. Je rajouterais juste une chose, il y a quand même des métiers qui sont associés à la cybersécurité, qui sont liés au RGPD. Donc on a aussi ces formations-là, de délégués de protection, délégués à la protection des données, pardon. Et d'ailleurs, de plus en plus, on a cette fonction qui est associée au RSSI ou des choses comme ça. Donc voilà. D'accord, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour avoir toute l'information avant de partir dans une formation en cybersécurité. Alors, on a des questions justement qui nous sont posées par les internautes. Donc là, j'ai les préparations opérationnelles à l'emploi, donc semblent avoir nettement diminué depuis la crise sanitaire dans la région. Sont-elles ou seront-elles toujours d'actualité? Qui veut prendre la parole sur cette question? Je sais pas, mais je peux faire remonter la question et proposer une réponse plus tard. Oui. Sur le François-Xavier, je crois que. Alors, oui, alors il voulait justement répondre à cette question. Ouais, alors j'ai pas une réponse claire parce que évidemment, bon, la crise sanitaire pour moi, elle est pas encore terminée, hein, donc on est encore dedans, donc difficile pour moi de voir à la rentrée comment ça va se passer. Nous, des éléments qu'on a pour l'instant, c'est qu'effectivement les entreprises sont un peu moins demandeuses de ce genre de formation-là. Pour le moment en tout cas, et notamment du fait qu'il y a une difficulté à pouvoir se projeter dans l'année qui va arriver, puisque ça veut dire voilà, c'est généralement des entreprises qui vont financer ce genre de formation, et pour l'instant on n'a pas trop de retour là-dessus, mais je pense que une fois que ça se sera peut-être un petit peu plus stabilisé et qu'on aura les protocoles qui auront été bien intégrés, probablement que ça reviendra au bout du jour, puisque c'est des formations qui étaient très demandées avant la crise sanitaire, et qui ont un avantage conséquent, c'est de former rapidement sur une notion, sur un métier très spécifique. Et donc du coup, ça permet, ou alors de pouvoir après intégrer une formation en alternance. Donc je verrais pas pourquoi en fait ces types de formations seraient moins pertinents, d'autant plus que le gouvernement a quand même fait l'annonce à plusieurs reprises d'axer beaucoup sur la formation professionnelle et tout ça. Donc ce genre de parcours-là sont tout à fait dédiés à ce genre de choses. D'accord. Donc, merci beaucoup en tout cas François-Xavier pour cette réponse. Moi, j'avais une question justement par rapport justement aux certifications. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important, notamment dans la cybersécurité, de coupler certification et formation, ou est-ce que, par exemple, les certifications sont passées pendant les formations?
Voilà. Est-ce que justement, Étienne, Moi, c'est pas mon sentiment. Je pense que ça dépend en fait quel est l'objectif. La principale chose qui est pour moi importante, hein, c'est d'être formé, que ce soit une formation initiale, une formation continue ou de l'auto-formation, et d'avoir les compétences adéquates. La certification, ça apporte une garantie normalement d'une certaine compétence ou d'une expérience, puisqu'il y a des formations certifiantes ou plutôt des certifications qu'on ne peut obtenir que à partir du moment où on a justifié de plusieurs années d'expérience dans le domaine. En revanche, on a toujours des personnes qui sont particulièrement compétentes et qui n'ont pas de certification ou même qui n'ont pas eu de formation en école ou académique. Donc les formations en école, les formations académiques et les formations certifiantes fournissent un cadre et une garantie qui est quand même particulièrement utile et pas du tout à négliger. Mais dans tous les cas, surtout si on a déjà eu une formation initiale et un diplôme, ce qui est pour moi le plus important, c'est de s'auto-former. On trouve énormément de formations en ligne sur plein de sujets différents qui peuvent aussi apporter une expérience, des retours, une sensibilisation sur d'autres aspects. Hein. On parlait de juridique, d'économie, de géopolitique, et ça c'est quelque chose qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire que il faut s'ouvrir aux autres aspects de la cybersécurité et pas nécessairement sur des formations certifiantes. Je dirais juste une chose, ça me fait penser justement, il y a le MOOC de l'ANSSI, qui est une formation un peu pour découvrir la cybersécurité, comprendre les enjeux, les bons gestes, comprendre les attaques. C'est vraiment une sensibilisation à la cybersécurité assez approfondie. Et vous pouvez trouver le lien aussi sur le portail Cyberrock. Ça sera dans la partie se former. Et je vous invite, les personnes qui s'intéressent à ces métiers, je vous invite à faire cette formation. Ça vous donnera vraiment une vision à 360 de ce qu'implique la cybersécurité. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il y a une autre question qui vient d'être posée. Donc, quel conseil clé auriez-vous pour trouver une entreprise en alternance ? Donc, comment on peut cibler, si j'ai bien compris, une entreprise pour son parcours en alternance ? Voilà, notamment. Des conseils. Je ne sais pas si tu veux intervenir sur cette question. Alors, j'ai pas de réponse pour le moment, mais ça fait un peu partie aussi du travail qu'on veut faire. C'est-à-dire, je reçois pas mal de demandes de personnes qui cherchent des alternances, puisqu'on est identifié par rapport à la cybersécurité. Évidemment, nous, on va pas prendre d'alternance sur ce domaine-là, puisqu'on n'est pas une entreprise qui délivre une prestation de cybersécurité, où on n'a pas de personnes en interne qui font de la cyber, mais on est sur ce sujet et c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. Donc effectivement, on va un peu mettre les acteurs autour de la table et voir comment on peut flécher un petit peu les entreprises et faciliter la mise en relation avec les entreprises pour l'alternance. D'accord. D'ailleurs, à rappeler que maintenant, au niveau des écoles, elles ont pour obligation d'assister les étudiants maintenant dans leur recherche d'entreprise. Alors avant, c'était au bon vouloir de l'école. Maintenant, il faut un suivi de la part de l'école pour arriver à trouver leur entreprise. Donc, une aide pour les étudiants, bien sûr, à trouver leur entreprise. Donc, j'espère en tout cas qu'ils seront bien accompagnés dans cette démarche-là. Voilà. Après, je sais pas, parce que je crois qu'on va bientôt arriver à la fin. Si quelqu'un a juste un dernier petit mot, et puis on va vite clôturer. Sinon, François-Xavier, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? Juste rejoindre tous mes collègues en disant qu'il faut être curieux dans ce métier-là, quoi. C'est vraiment la clé, à mon avis, la curiosité et ne jamais se satisfaire d'avoir compris un truc et de toujours aller plus loin, quoi. Quel que soit le domaine et que ce soit technique ou non, quoi. Voilà. Bon, très bien.
Mais je vous remercie en tout cas beaucoup pour vos conseils, pour les informations aussi que vous avez pu donner justement à toutes ces personnes qui vont se lancer dans la formation en cybersécurité. Voilà, donc merci également donc aux internautes de nous avoir suivis et voilà. Bonne journée. Merci Marlène. Au revoir.